un bref aperçu sur votre parcours, sur votre carrière en général, d'une manière générale. Parfait, avec plaisir. Alors, bonjour, oui, Luc Désilet, je suis actuellement, depuis bientôt un an, député du Bloc québécois pour la circonscription de Rivière-des-Belles-Îles. Un honneur vraiment, vraiment énorme que d'occuper ces fonctions-là. Ce que je faisais précédemment dans la vie, j'ai été directeur d'école les 20 dernières années sur le territoire de ma circonscription. J'étais principalement directeur au primaire les dernières années et j'ai été les 10 dernières années, 7. Et précédemment, j'étais directeur au secondaire, intérieur de l'école secondaire, directeur du programme d'éducation internationale, directeur de l'adaptation scolaire, des fonctions du genre. Ma formation initiale, moi, ce n'était pas là-dedans. J'ai fait. J'ai commencé à. Puis bon, je rêvais d'être chercheur. Après un an, j'ai dit non. J'ai adoré. Bien réussi en criminologie et j'ai travaillé en centre d'accueil, dans des centres d'accueil fermés pour jeunes filles pendant plusieurs années, pendant 6-7 ans. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité de rentrer en milieu scolaire. Ils engageaient des personnes qui avaient des bacs en effectuant des tâches de technicien en éducation spécialisée. Alors, j'étais là comme pas technicien comme tel, c'est un poste conseiller en insertion sociale et professionnelle. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je suis allé faire une maîtrise en psychoéducation et j'ai été psychoéducateur en milieu scolaire pendant quelques années. Et on m'a offert de faire un remplacement comme directeur d'école. Je n'avais pas ma pédagogie, alors je suis allé faire en cours du sport un autre baccalauréat en enseignement, en adaptation scolaire. Alors, c'est comme ça que je suis devenu directeur d'école. J'ai enseigné en parallèle au cégep et j'ai été directeur d'école les 20 dernières années. En parallèle, bon, j'ai écrit quelques livres. J'ai écrit 4 romans, une tétralogie qu'on appelle, 4 romans qui se suivent. Puis à la Maison Guy-Saint-Jean. J'ai écrit un livre aussi sur l'œuvre de mon père, Antoine Désilet, photographe. Et le dernier livre que j'ai fait, c'est il y a 3 ans. C'est pour le 50e anniversaire de l'Expo 67. Alors, ça ressemble à ça. Je continue à écrire à temps partiel, un petit peu moins depuis un an, mais j'ai encore deux livres de compléter qui ne sont pas publiés sur le coin de mon bureau. À un moment donné, quand je vais avoir le temps, je vais les envoyer dans des maisons d'édition, parce que j'aime beaucoup la littérature. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la littérature. J'aime les arts globalement. Là. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, donc, Monsieur Désilet, qu'est-ce qui vous a mené vers la politique? Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique? Ah, intéressant comme question. Regardez, moi, mon père, était photographe, comme je viens de le dire. Puis mon père a une carrière assez extraordinaire comme photographe. Et il était très impliqué politiquement. Alors, il a fait partie du mouvement aérien, Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui est un mouvement, Pierre Bourgault était à la tête de ce mouvement. Jusqu'à la fin 1968. Et là, il y a eu une fusion avec le Mouvement Souveraineté Association. Aérienne, Mouvement Souveraineté Association, pardon, ça a donné le Parti québécois. Alors, mon père était très, très, très impliqué. Mon père était un ami personnel de Pierre Bourgault. Mon père a parti un journal indépendantiste avec René Lévesque, avec Jacques Parizeau, avec Jean-Pierre Charbonneau, qui s'appelait le journal Le Jour. Il a laissé sa carrière à la presse avec des conditions extraordinaires pour poursuivre dans ce qu'il aimait, ce qui l'a toujours animé, c'est-à-dire la politique. Donc c'est votre... Alors, mais oui, qu'est-ce qui m'a amené? Oui, c'est mon père qui j'ai gagné à avoir passé. À l'époque, lorsqu'il y avait une campagne électorale, par exemple, pour le Parti québécois, chaque candidat se trouvait un photographe puis présentait une photo. Aujourd'hui, c'est tout le même studio de photographie qui fait ça. Mais là, lorsqu'on parle des années 60, 70, les photographes choisissaient. Alors, mon père, j'ai vu passer à la maison, 50, 60, 70 candidats du Parti québécois. Quelques-uns aériens,
mais des candidats du Parti québécois. Mon père a couvert, occupé de la campagne de Jacques Parizeau, de Bernard Landry. Il a tout fait les campagnes de Bernard Landry. Les images du candidat, c'était mon père, de plusieurs candidats, de députés qui se représentaient, de ministres qui se représentaient, tout ça. Alors, j'ai baigné un peu là-dedans. Je ne me suis jamais impliqué politiquement, officiellement, comme candidat ou quoi que ce soit du genre, mais j'ai toujours été un bon militant souverainiste. J'ai donné un coup de pouce à plusieurs reprises à des amis qui se présentaient au municipal, dont dans Saint-Eustache, entre autres. Là. Et j'ai toujours été derrière, second. Lorsque le Bloc québécois est né en 92, j'ai eu un appel du bureau de Lucien Bouchard qui me demandait, parce que j'étais impliqué justement au niveau municipal, j'étais un peu pas mal connu dans Saint-Eustache, il m'a demandé si j'accepterais de partir toute la structure. On partait de zéro, le parti partait de zéro. Donc, toute la structure nécessaire à un parti, c'est-à-dire un conseil, une espèce de conseil d'administration, un exécutif, et d'enclencher une première convention pour présenter un candidat. Alors, ça a été ça que j'ai fait pendant 2 ans, temps partiel toujours. C'est une de mes implications importantes. Puis pourquoi je me suis présenté comme candidat? C'est un petit peu un concours de circonstances. À la dernière, lors de... Ça date d'il y a 1 an et demi à peu près. On cherchait un candidat pour Rivière-des-Mille-Îles pour le Bloc québécois. On a ciblé 2, 3 personnes, puis bon, ça ne fonctionnait pas de leur bord. Il y a eu diverses raisons. Alors, on s'est retrouvés à un moment donné, moi et 2, 3 personnes qui sont intéressées à remobiliser un peu les gens autour du Bloc. On s'est retrouvés, ben là, il n'y a plus personne. Fait que là, mes copains se sont dit, Luc, pourquoi ça ne serait pas toi? C'est peut-être ton tour. J'ai pris le temps d'y penser. Je ne pas du tout. J'ai rencontré, mais avant de faire le saut, je vous dirais, M. Hamid, j'ai voulu rencontrer le chef. Puis là, on est au mois de janvier, il y a 1 an et quelques. Puis moi, je suis sorti de cette rencontre-là là, avec François Blanchet, vraiment. On le voyait aller de plus en plus. On le connaissait dans les médias, on le connaissait comme ministre. Vous m'entendez, M. Hamid? Oui, je vous entends. C'est la connexion, là. Oui, l'image. Oui, je vous entends. L'image qui est... OK, ça y est. Ça y est, c'est reparti. Oui, c'est reparti. Désolé, comment dire, ça me dépasse totalement. OK, bien, non, c'est pas grave. C'est pas grave, petit problème de connectivité. Donc voilà, comme vous expliquiez, d'une part, vous avez été inspiré par votre père. D'une autre, moi, je pense qu'il y a aussi d'autres paramètres qui entrent en jeu. Le fait que vous soyez de nature impliqué dans tout ce qui concerne la vie quotidienne de la communauté, de la population. Donc, je pense que, comme dit l'expression, vous êtes, l'enfant du peuple, quoi, si je peux me permettre. C'est ce qui vous a aussi propulsé vers la politique. Je pense que ce n'est pas uniquement le fait que votre papa était impliqué, et aussi le fait que vous avez un long vécu avec l'éducation, avec l'enseignement. Tout ça, chaque chose peut être une raison de ce qui vous a poussé à pratiquer la politique. Justement, je voudrais commencer par votre engagement et votre implication dans la communauté. Je vous suis de près, monsieur le député, je suis vos activités et j'ai constaté que vous êtes impliqué à 100% dans la vie sociale et économique de la circonscription. J'ai plusieurs exemples sous les yeux. Vous soutenez par exemple le Grenier populaire des Basses-Laurentides, vous soutenez Service d'entraide Le Relais, vous soutenez l'organisme des Pantous. Donc, ça prouve que vous êtes impliqué à 1200%, pas uniquement à 100%. Donc, voilà. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas.
toujours en parlant de votre engagement et votre implication dans la vie en général de la circonscription, vous avez assisté à plusieurs assemblées générales annuelles. Donc, je ne sais pas, vu le confinement, est-ce que vous vous êtes déplacé en personne ou bien il y a des représentants qui ont parlé en votre nom, comme l'Assemblée de culture laurentide, l'Assemblée générale du Comité d'aide alimentaire des Patriotes, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ma question, Monsieur Désilé, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive à donner, et je mesure mes mots, à donner tellement d'importance à ces petites choses de peut-être pour vous c'est peu, mais pour un chef d'entreprise ou là pour un commerçant ou bien c'est beaucoup qu'on apporte une solidarité comme celle que vous apportez. Donc c'est quoi votre vision? Ben, regardez, je trouve très intéressant de vous entendre. J'en apprends sur moi quelque part. Non, mais dans le sens, vous savez, moi, je prenais ma retraite en principe l'année dernière. Je continuais à travailler à contrat pour la commission scolaire, du dépannage à gauche, à droite. Mais j'étais aussi engagé avant d'être sous la bannière du Bloc québécois. J'ai dû participer à 10-12 conseils d'administration différents comme administrateur dans ma vie. Ça a toujours été des organismes communautaires. Avant d'embarquer dans la politique, j'étais sur 4 conseils d'administration d'organismes communautaires dans la région. Alors, j'ai tout le temps été impliqué. Moi, pour mon dire, à quelque part, que j'ai été choyé par la vie. J'ai été choyé par la vie. Vous savez, tu sais, de bons parents, une éducation qui a de l'allure, une facilité à l'école, mettez-en, j'ai une fille encore qui est adorable. Je fais comme pour le bonheur. Ça peut paraître ridicule à dire, mais je fais pour le bonheur. J'aime ce que je fais, puis j'aime beaucoup de choses en même temps. Et ça se voit sur votre visage, monsieur le député. Ça se voit sur, vous dites? Ça se voit sur votre visage. Ah! Ça se voit, ça se voit. C'est gentil. Vous êtes émerveillé par toute cette vie-là que vous avez vécue, par toute cette chance. Oui, puis je suis vraiment choyé, privilégié de la vie. Me retrouver député, je n'ai jamais dit ça, moi, là, il y a quelques années. C'est encore un cadeau de la vie. Alors, moi, c'est de redonner. L'expression redonner au suivant, là, j'aime tellement ça. Je trouve ça beau. Ça peut paraître simpliste, mais vous savez, quand on a la possibilité, là, bon Dieu, go, go, go. Alors, dans mon boulot de député, je vous dirais, ce qui est semblable à ma vie précédente, c'est la relation d'aide. Comme directeur d'école, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, moi, de la relation d'aide, veux pas. Aider des enseignants, aider des enfants, les aider à grandir, les aider à sortir de la misère, etc. Avec les organismes communautaires, ça a été ça aussi. Pouvoir, à quelque part, contribuer, faire du bénévole pour un organisme communautaire comme administrateur. Alors, je poursuis un peu c'est un peu le même cheminement en politique. Je donne, puis je donne différemment. Mais je vous dirais que j'ai l'impression d'avoir l'opportunité de donner encore. On n'a pas de gros budget. Mais moi, tout ce que je peux donner à des organismes pour aider, financer, bon, puis vous connaissez bien l'opéra, etc., de Saint-Laurentide. Mais regardez, je donne au maximum pour les organismes qui ont besoin. Je donne financièrement, puis j'essaie de donner du temps. Je me suis déplacé dans la mesure du possible là, entre comme les 2 confinements. Oui. Au maximum, je veux aller apprendre, j'aime apprendre. On m'apprend 12 000 affaires sur des sujets passionnants. C'est un contact humain hyper chaleureux. Je suis toujours bien reçu. Je suis chanceux. Alors, c'est facile et ça se passe bien. Ah ouais. Et vous récoltez, vous êtes en train de semer toute votre bonté, le bien que je veux dire, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, monsieur le député. C'est bien quand
quand on s'intéresse aux gens et qu'on leur porte autant d'attention, c'est normal qu'on vous accueille chaleureusement et à bras ouverts. Voilà. Bravo, je vous félicite pour ça. Gentil. Donc, Ah, toujours, merci beaucoup. donc voilà, vous êtes à l'affût de la moindre nouvelle sur les nouveaux investissements que celui de AQB3CG, une entreprise spécialisée dans l'assemblage des harnes électriques et de boîtiers électromécaniques. Donc là, on penche vers le côté entreprise, entrepreneuriat. Donc voilà, là aussi, vous êtes toujours présent dans tout ce qui concerne l'entreprise en général, d'autant plus qu'on vit dans une période assez difficile pour les entreprises. Donc voilà, à chaque fois quand l'occasion se présente, vous vous intéressez à la vie économique de la circonscription. C'est ça. Oui, mais vous savez, c'est parce que, comment je vous dirais, l'avantage d'être député, entre autres, quand je vous disais, j'ai l'impression de donner plus, c'est qu'on a des leviers, à part le petit budget qu'on peut répandre à gauche, à droite, qui peut aider un tout petit peu, là. Lorsque je me présente dans une entreprise, puis je sonde, puis je suis à l'écoute, il y a toujours des choses qui sont à améliorer dans une entreprise. C'est pas à moi de leur dire, hein, mais eux me font part des difficultés qu'ils ont. Et il est très rare, à travers la, je sais pas trop, 30-40 d'entreprises que j'ai pu visiter depuis le début de mon mandat, c'est très rare qu'il n'y ait pas quelque chose ou un élément où ils ont besoin d'aide, que ce soit en termes de demande de financement au fédéral, que ce soit en termes de pairage d'informations avec une autre entreprise. Mais le problème qu'ils ont, là, c'est qu'actuellement, pas actuellement, depuis le mois de novembre, ils ont de la misère à obtenir des permis pour vendre des produits. Alors, lors de cette rencontre-là, on m'a expliqué de fond en comble. Moi, ma job, ça a été de les mettre en contact. De les mettre en contact et de faire des démarches pour eux, pour qu'ils puissent, que le processus puisse s'accélérer. Donc, avec le ministère, avec 2 ministères, des contacts avec les 2 ministres qu'on a dans notre région, là. On est chanceux, on a 2 ministres, M. Charette et puis M. Éric, bon, j'ai oublié le nom de famille, qu'importe. Alors, de les mettre en contact. On est en train de les aider à trouver une solution. C'est le même problème que Pratt & Whitney a sur la rive sud. Le délai des permis, ça prenait 2 mois au mois de novembre dernier, puis c'est rendu à 6 mois. Ce n'est pas juste dû à la pandémie, mais il y a de la lourdeur administrative et il y a des problèmes. Fait que c'est ça un peu ma job. Quand vous parlez d'entreprise, là, entre autres. Voilà, donc on va passer à une autre question. Là j'aurais aimé commencer par cette question. Là, d'ailleurs, c'est ce qui m'a interpellé le plus à votre égard. C'est votre soutien indéfectible aux artistes et professionnels de la scène. On sait tous que avec le retour des cas de Covid-19, si on peut appeler ça la deuxième vague, donc il y a eu décision d'annuler les concerts et de fermer les salles de spectacle. Donc là, le monde de l'art et de la culture en a pris un sale coup. Donc voilà, on pourra jamais, on aura beau raconter la souffrance des artistes, mais il y a qu'eux qui peuvent ressentir vraiment voilà cette. Parfaitement. Regardez, oui, j'écris, c'est un monde qui me touche, c'est un monde qui me rejoint. Pour moi, la culture, c'est essentiel, puis ça fait partie des chromosomes d'un peuple. Et la pandémie, c'est certain qu'on souffre énormément. Le Québec a probablement la culture la plus grande, la plus diversifiée et la plus belle dans tout le Canada. Il y a eu des annonces pour les salles de spectacle faites par la ministre de la Culture la semaine dernière. Mais il y a des éléments sur lesquels on travaille dans notre plan de sortie de crise au Bloc. Il y a des éléments, entre autres,
des prestations qu'on souhaiterait mettre en place, qu'on souhaiterait que le gouvernement puisse mettre en place de soutien à la relance culturelle et de support aux artistes, OK, pour qu'ils puissent continuer à vivre de façon décente. On voudrait instituer quelque chose, une espèce de programme pour financer ce qui ne rentre pas dans les billetteries. Ce volet-là pourrait relever et devrait relever du fédéral. Fait que, oui, on en fait, on essaie d'en faire, on n'en fait pas assez, mais c'est de juridiction plus provinciale. C'est ça qui est toujours agaçant là, avec nos deux paliers de gouvernement. Là. Mais la culture souffre, c'est épouvantable. Ce matin, tantôt, une heure avant que je vous parle, j'étais en chambre. J'étais avec Denis Trudel. Il était mon voisin. Denis est député du Bloc, qui a été élu en même temps que moi il y a un an. Denis, c'est un artiste. Denis, c'est un comédien. C'est un improvisateur. C'est un gars extraordinaire. Il a travaillé dans toutes les productions de Falardeau et compagnie. On parlait de ça, là. Lui, il se trouve tellement chanceux d'avoir un boulot de député alors que ses chums en souffrent, en arrachent. Ce n'est pas des milieux non plus où ils ont la possibilité d'avoir des fonds de pension. Les revenus, c'est à l'avoir un peu comme je te pousse, de magnifiques années financièrement. Puis après ça, pour X raisons, il n'y a pas grand-chose. Bon, l'âge rentre en ligne de compte pour bon nombre d'artistes. Alors, c'est vraiment pas évident. Autant le gouvernement québécois, je trouve, fait des efforts pendant la pandémie. J'ai beaucoup de respect là, pour la CAQ, effectivement. Je suis pas caquiste, je ne voterai pas pour un parti comme ça, mais ils font des efforts, puis j'ai beaucoup de respect, encore une fois. Ils auraient à faire un peu plus, je crois. C'est un gouvernement qui se dit nationaliste, mais le nationalisme, là, c'est un mot qui représente à quelque part un peuple, une nation. Une nation, c'est encore une fois, c'est quoi qui la différencie, qui la distingue, ses arts, sa culture, sa littérature, sa télévision, etc., etc. Et ça, c'est principalement des dossiers qui sont de nature provinciale. Et le gouvernement provincial devrait faire un petit peu plus. Et d'autant plus, je regarde au fédéral, l'argent sort par les fenêtres, ça en est quasiment gênant, là, parce qu'on aura à payer ça à un moment donné, nos enfants auront à payer ça. Autant au provincial, l'endettement ne se vit pas. Alors, il devrait y avoir dans les champs de compétences du provincial, c'est mon opinion, là, la possibilité pas la possibilité, mais il devrait ouvrir un petit peu plus les vannes, ouvrir un petit peu plus, puis donner un coup de pouce, bon Dieu, à des gens qui n'arrachent comme ça, qui sont notre empreinte génétique. Là. Oui, mais vous, monsieur le député, vous n'attendez pas ce que vous espérez là. J'ai constaté, j'ai fait mes recherches et là, je vois que à votre niveau, vous organisez des prix, vous organisez des concours, si on peut appeler ça comme ça. Là, à titre d'exemple, j'en ai 3 sous les yeux. Vous avez fait un appel aux artistes afin de proposer la prochaine image de votre carte de vœux des fêtes et du Nouvel An sous le thème Une scène d'hiver du Québec. Ah, c'est très inspirant. Et dans le but d'encourager les talents du Québec et leur donner une belle visibilité. Là, peut-être que ça va rester virtuel, mais quand même, vu le nombre de personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux, je pense que ce genre d'initiative peut donner un coup de pouce au monde artistique. Il y a aussi le prix reconnaissance Luc Désilets que vous avez lancé ces jours-ci au profit du monde des affaires, de la culture, de l'éducation, de l'environnement et du sport. Et aussi le prix coup de cœur du député que vous avez décerné à l'artiste Madame Nicole Pinchot, si je ne me trompe pas. Toujours dans le cadre du fait que le monde artistique, vraiment, c'est la galère. Donc, vous avez, en parallèle de vos initiatives personnelles, il y a le Bloc québécois qui estime que les multinationales d'Internet profitent financièrement du secteur des arts et de la culture sans contribution, alors que ce secteur souffre cruellement, selon vos dires. Donc là,
Voilà, donc, Tout à fait. Faut juste dire, effectivement, le prix reconnaissance, pour moi, c'était quelque chose que j'ai rêvé, dont j'ai rêvé pendant la campagne électorale. Là, on l'a mis en place, tant mieux, bravo, ça fonctionne bien. Les candidatures entrent. La et on a commencé, le choix sera pas évident. La remise du prix, je dois vous dire, parce que c'est un organisme et à base de c'est le regroupement des artistes de Rosemère qui fait énormément de promotion pour la peinture à Rosemère. Bon, puis il savait, puis il voyait un peu effectivement par mes publications, tout ça que j'avais de l'intérêt pour les arts. Ils m'ont demandé d'être juge. C'est dans ce contexte-là que j'ai remis le prix coup de cœur du député. Là. Et ça leur revient beaucoup plus à eux qu'à moi, l'initiative. Ouais. Félicitations. Donc, on va rebondir vers un autre sujet. Là, voilà un des sujets qui me tient à cœur parmi mes questions. Donc, voilà un sujet qui n'est jamais passé inaperçu, que ce soit dans vos déclarations. Je parle des déclarations du parti du Bloc québécois, dans les communiqués et tout. Donc, c'est votre soutien aux aînés. Donc, d'ailleurs, bien avant le récent discours du trône, le Bloc québécois avait insisté sur la nécessité de soutenir les aînés. Et on se rappelle, vous avez d'ailleurs fait un hommage sur les réseaux sociaux le 1er octobre dernier, à l'occasion de la Journée internationale des aînés. Vous aviez dit que n'oublions jamais ce qu'on leur doit et leur contribution au Québec d'aujourd'hui. Donc, ma question, elle est simple. Que doit le Québec aujourd'hui aux aînés? Ah, bon Dieu, que doit le Québec aux aînés? Tout! Tout. Bon Dieu, on est ce que nos parents ont fait de nous, on est ce que nos parents ont voulu qu'on soit, puis nous sommes aujourd'hui là, en pleine forme, entre guillemets, avec la COVID, c'est pas nécessairement évident, mais à poursuivre la construction de ce pays-là. Mais ces gens-là, nos parents au Québec, comment je vous dirais, ils sont sortis d'une torpeur. La fin du régime de Duplessis, là, ça n'a pas été évident. Puis là, on parle de 1958, là, c'est pas la fin du monde, il y a 60 ans. Alors, il y a toute eu la construction du Québec que ces deux générations-là, à quelque part, ont fait. Le Québec n'était pas sur la carte en 1960. Le Québec s'est mis sur la carte. C'est qui a mis le Québec sur la table? Bon, oui, nos politiciens, c'est clair. Des événements comme l'Expo 67, ça a permis de mettre le Québec sur la carte. C'est indéniable. Mais ces gens-là ont carrément monté un pays. Ils ont monté un pays et on est jeune comme pays. On n'a pas d'histoire, mais une histoire de 60 ans comme ça, c'est assez exceptionnel. Vous savez, le Québec, là, prenez les différents domaines qui peuvent vous venir à l'esprit. Aérospatial, on est les troisième meilleurs au monde. L'ingénierie, je vous parlais de l'Expo 67. Expo 67, ça a permis aux ingénieurs québécois de créer des multinationales extraordinaires. Bon, je nommerais SNC-Lavalin, malgré les problèmes qu'ils ont vécus les dernières années, mais c'est une multinationale extraordinaire. Puis c'est parmi les tops au monde. On peut poursuivre au niveau des arts et de la culture. Québec, ça n'existait pas avant 1960 au niveau des arts et de la culture. On a produit des artistes extraordinaires. Les noms vous viennent tous à l'esprit, des Gilles Vigneault, des Claude Léveillé, bon, Céline Dion et compagnie. On a une panoplie. Il n'y a pas une province au Canada qui a autant de chanteurs qu'on en a ici. Au niveau de la littérature, on est reconnu mondialement. Il n'y a pas une province dans le reste du Canada qui a cette qu'on a ici, nous, au Québec. Alors, si on prend chacun de ces secteurs d'activité-là, c'est dans les 60 dernières années que ça s'est créé, que ça s'est monté. Et c'est qui est derrière ça? Bien, ce sont nos parents, nos grands-parents.
on a un héritage extraordinaire, puis un héritage qu'on poursuit, je pense, qu'on poursuit à valoriser. En tout cas, moi, j'essaie avec mes fonctions de le faire au maximum, mais on a un héritage extraordinaire au Québec, extraordinaire. J'ai une autre question. Monsieur le député, votre appréciation de cette rentrée parlementaire, est-ce que vous pourriez nous parler des défis qui vous attendent d'une manière générale? C'est la rentrée scolaire, la rentrée parlementaire, la rentrée sociale. Donc voilà, vous êtes en plein dedans. Donc là, vous avez dû tracer une feuille de route. Vous allez suivre donc les grandes lignes. Les grandes lignes en ce qui concerne les défis. Regardez, par où commencer? D'abord, il faut dire que le Bloc québécois, par l'entremise de son chef principalement, Yves-François Blanchet, a fait, pendant les 3 derniers mois, le tour du Québec. Yves-François a fait le tour du Québec dans le but de sonder, dans le but de se faire éclairer sur les besoins que nous avons au Québec, puis de faire une espèce de plan de sortie de crise. On vient de le publier il y a 10 jours peut-être. Je pourrais vous en envoyer une copie. Le plan de relance. Le plan de relance. Le plan de relance, exactement. J'espère. Avez-vous l'occasion d'en prendre connaissance un peu? Non, du tout, pas grave. Je l'ai consulté. Et okay, il est publié sur le site du parti. Et oui. J'ai même un résumé des grandes lignes. OK. Bon. Alors, il y a eu cette démarche-là qui a été faite. Nous, c'était de mettre de l'avant ce plan de relance-là au mois de septembre. On a été un petit peu court-circuité, évidemment, avec la prorogation du Parlement, qui a fait en sorte que toutes les activités parlementaires ont cessé. Là. Bon, ça a été une game politique de la part du Parti libéral. Je pense que le Parti libéral ne souhaitait pas qu'on poursuive dans le dossier de We Charity, là, parce que c'était pas beau, ça n'allait pas bien, ça a coûté le poste d'un ministre et ça aurait pu coûter un petit peu plus cher au gouvernement. Donc, il y a eu prorogation. On est arrivé avec ça. Le Bloc a eu une super belle visibilité et une super belle réception. Parce que ça ne s'est pas vu, ça ne se voit pas dans les autres partis, ça. Là. Qu'un parti comme ça, on n'est pas en élection, prenne le temps de sonder et d'arriver avec une plateforme. À l'intérieur de la plateforme, vous l'avez vu, je pense que le document, il y a 17-18 pages. On touche des éléments au niveau du transport, de la redynamisation de Montréal, les arts et la culture. On parle des aînés, évidemment, du transport collectif, des infrastructures. Le logis, exactement. Ça, c'est une belle bataille qu'on vient de gagner, là, justement. Le logis, c'est 13 milliards qui traînaient dans les coffres à Ottawa. C'est la seule province au Québec où on n'avait pas réussi à prendre entente avec le fédéral pour le débourser de ces sommes-là. Ailleurs, ça a été donné, versé sans problème, puis ici, il n'y avait pas d'entente. Là, c'est réglé depuis une semaine du jour. Bon, les sommes ne sont pas suffisantes, par exemple, parce qu'on ne viendra pas à bout de 10 des besoins. C'est vraiment un problème, le logement au Québec. Bref, on est arrivé avec ce document-là, puis on ne se le cache pas, ça va être les bases de notre programme électoral si on s'en va en élection au mois de mars, avril, mai, quelque chose du genre. Alors, les défis pour la rentrée, la nouvelle rentrée, parce que c'est quand même la 43e législature pareille, dans laquelle on siège actuellement. Les défis sont grands. Moi, je vous dirais, sans vouloir faire du coq à l'âne, ce que je trouve difficile, ce que je trouve très difficile au Parlement, c'est la lenteur des travaux. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Ce matin, j'ai fait un discours de 10 minutes sur la loi C3 qui porte sur des changements qu'on souhaite voir apparaître au niveau de la loi des juges et du code criminel, qui obligerait les juges à suivre une formation en termes d'agression sexuelle, pour plus qu'on n'entende jamais un juge dire, dans le cas d'une fille qui s'est fait violer, oui, mais votre jupe était courte ou des imbécilités comme ça. Alors, ce matin, moi, je faisais mon discours là-dessus, mais quand je regarde rétroactivement cette loi-là, elle a porté le nom de C337.
l'année dernière, au début de notre mandat. Finalement, elle a été écartée pour X raisons. On la reprend aujourd'hui. C'est une loi qu'avait déposée la députée conservatrice Ambroise, Mme Ambroise, il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Alors, moi, cette lourdeur-là, je trouve ça très difficile parce que ça pourrait rouler beaucoup plus vite. Et c'est des games politiques aussi qui se jouent, là. Quelqu'un pourrait présenter, puis ça a été fait la semaine dernière, une motion demandant à ce qu'on ne passe pas à travers toutes ces lectures-là et qu'on envoie directement au Sénat la loi. Ça, c'est des frustrations. Moi, j'ai tellement espoir de voir dans ma vie une réduction dans cette espèce de bureaucratie-là, dans cette gouvernance qui est hyper lourde, hyper lourde. On perd du temps. On perd du temps à travers ça. Puis la prorogation, ça nous a tout gelé là, pendant 6 semaines de temps. Là. Il n'y a rien qui s'est fait. Là. En tout cas, je ne voulais pas faire du coq à l'âne, mais je voulais quand même vous le mentionner. Là. On parle de belles choses. Il y a des choses à changer dans ce Parlement-là. Là. C'est une institution très respectable, mais qui a un mode de fonctionnement archaïque. Ça ne devrait plus être comme ça là, en 2020. Ça ne devrait plus être comme ça. Et je ne vous dis pas qu'au provincial, c'est 100 fois mieux, mais c'est plus rapide, c'est plus efficace. C'est plus efficace. Je déborde d'une question, là. Monsieur le député, nous voudrions aussi connaître votre regard sur le récent discours du trône du gouvernement Trudeau et de ce qui en est de l'ultimatum que vous aviez posé au gouvernement Trudeau d'1 semaine, je pense. Voilà. Donc, en parlant du discours du trône, donc, on voit que le gouvernement Legault a été très déçu, même lui de son côté. Il a qualifié le discours d'un discours décevant pour le Québec. Le Bloc le considère une semaine pour... Voilà, quand on parlait de la semaine d'ultimatum, vous aviez donné une semaine pour consentir les transferts en santé sans condition aux provinces et au Québec. Donc, même les conservateurs ont déclaré qu'ils n'appuieront pas ce discours. Donc, il reste le nouveau Parti démocrate. Là, on fait durer le suspense. Le nouveau Parti démocrate n'a toujours pas révélé ses intentions. Évitera-t-on un appel aux urnes? C'est ça ma question. Est-ce qu'on pourra éviter un appel aux urnes? Regardez, c'est réglé depuis hier. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote sur le discours et le NPD, comme prévu, a endossé. Il aurait fallu que le gouvernement n'ait pas d'appui d'aucun parti. Alors, le gouvernement a eu l'appui du NPD hier soir et le vote a conclu que le discours n'était pas contesté. Donc, il n'y aura pas d'élection. Mais effectivement, nous, on n'était absolument pas d'accord avec le contenu du discours. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Canada que le fédéral tente de s'immiscer dans des champs de compétences de façon aussi grossière et des champs de compétences aussi nombreux. C'est une stratégie qu'on ne vient pas à bout de comprendre. Et c'est là-dessus que M. Legault a réagi. Puis il a réagi alors qu'il entendait la lecture du discours. Il n'a même pas entendu la fin du discours. Il a tout de suite envoyé sur ses machins, ses médias sociaux, l'information suivante à l'effet qu'il trouvait ça gênant, honteux d'entendre ce qu'il a entendu. Puis, bon, regardez, on va tout à fait dans ce sens-là. Moi, j'ai fait une intervention en chambre, puis ça se voulait un petit peu humoristique, là, en revenant sur les champs de compétences dans lesquels le discours du trône empiétait. Et ça a été, bon, ils offraient quelque chose au niveau des parcs municipaux. Ils voulaient s'ingérer là-dedans. Ils voulaient contribuer à trouver des médecins de famille à tout. Bon, ça ne regarde pas le fédéral, ça, c'est des juridictions complètement provinciales. Quelque chose au niveau des logements à prix modique, etc., etc. Alors, moi, dans mon intervention, c'est-à-dire, j'ai fait le listing, j'ai terminé en disant, est-ce que par hasard, le fédéral
manquerait de champs de compétences ou se chercherait des champs de compétences. Je ne sais pas si vous saisissez un petit peu, là. C'est tellement gros, c'est tellement de l'ingérence flagrante qu'on se dit, bon Dieu, pouvez-vous bien retourner à vos devoirs, là, puis faire ce que vous avez à faire dans vos champs de compétences? Alors, Legault a réagi à ça, le Bloc a réagi vivement à ça. C'est une attitude inacceptable et c'est clair que ce n'est pas fini. C'est clair que ce n'est pas fini. Juste les médecins. Je comprends qu'il y a une pénurie, mais c'est électoraliste, là. Lorsque Trudeau dit qu'il va contribuer à trouver des médecins de famille, regardez, je pense qu'au Québec, ils essaient fortement. Puis il y a différentes raisons qui font en sorte que ça ne lève pas plus. Puis c'est gênant que tout le monde au Québec n'ait pas un médecin de famille. Ça ne regarde pas le fédéral. Le fédéral ne connaît rien à notre système hospitalier, ne connaît rien à notre ordre des médecins. Ce n'est pas de sa compétence. Ce n'est pas dans sa cour. Notre réaction au trône, ça a été ça. C'est de l'ingérence. Mais tu sais, il faut aussi dire qu'un discours du trône, c'est jamais pointu, c'est jamais... il n'y a jamais d'assises très claires, il n'y a jamais de promesses très claires non plus là-dedans. Ce sont des énoncés. Ce sont des énoncés qui devraient être backés, entre guillemets, par un budget incessamment qui nous dira où l'injection se fera là. Parce que l'injection de sous, c'est juste pour pallier, c'est des plasters sur des problèmes qu'on vit à cause de la pandémie, mais le budget, ça devrait être autre chose que ça, là. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va au niveau des infrastructures, au niveau des transferts aux provinces, etc., etc. Ouais. Mais d'ailleurs, vous en voulez aussi au gouvernement Trudeau de ne pas avoir été très clair dans certains sujets. Et voilà, plus l'ingérence. Donc voilà, donc le Bloc québécois a été déçu sur toute la ligne. C'est ça. Oui, c'est clair. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a, dès le début, dire que nous, là, on ne peut pas appuyer ça. Puis si on appuie ça, on voudrait minimalement que les transferts en santé puissent se faire. Transferts en santé, il faut comprendre qu'on a déjà été à 50 de financement par le fédéral. Nous sommes actuellement à 22 22 alors qu'on est en pleine pandémie, alors qu'actuellement, le monde souffre au Québec. Les gens meurent, les gens sont malades. C'est là que notre système de santé aurait besoin d'un petit peu de soulagement. Et financièrement, c'est là que l'injection devrait se faire. Ce n'est pas dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, on voudrait que ça passe de 22 à 35 minimalement. Ce n'est pas juste le Québec qui demande ça, ce n'est pas juste les tenants du Bloc québécois, là. Toutes les provinces demandent qu'il y ait des transferts en santé qui se fassent de façon substantielle. Toutes les provinces. Le gouvernement provincial mise très fort là-dessus, puis c'est à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Là, tout le monde le voudrait aussi. Parfait, parfait. Monsieur le député, il me reste 2 questions. Je ne vais pas abuser de votre temps. Ça fait plaisir, arrêtez. Donc, avant de vous poser la dernière, vous avez, je ne sais pas c'est à quel niveau exactement, mais il y a eu un soutien envers les familles Marc Paquette et Mélissa Contreras dans leur démarche de parrainage et leur processus de demande de visa. Donc là aussi, on voit le soutien, on constate le soutien pour ces immigrants. Donc voilà, donc je voulais vous poser une question sur la politique d'immigration appliquée actuellement. Quelle est votre appréciation? Eh bon Dieu. Est-ce qu'il y a mieux à faire? Est-ce qu'on voit que certains immigrants la qualifient, considèrent les procédures comme assez sévères quand même, et avec le retard aussi dans le traitement des dossiers, sans parler des 48 000 dossiers, excusez-moi le terme un peu vulgaire, jetés à la poubelle par la CAQ. Voilà. Donc voilà, tout ça, j'aimerais connaître votre avis. D'abord, pour être hyper objectif, je vous dirais que la lecture que j'en fais, moi, depuis 1 an, du dossier de l'immigration, est probablement le dossier le plus complexe qui existe. Et la principale raison, c'est qu'on a 2 paliers de gouvernement, encore une fois. Des situations d'immigration relèvent du Québec, d'autres du fédéral. Et il y a une sévérité immense à l'intérieur de la gestion de ces dossiers-là.
Un dossier qui n'est pas complet est retourné et repart souvent en dessous de la pile. OK? C'est un petit peu le mode de fonctionnement au fédéral, entre autres. L'exemple du couple dont vous parliez, oui, ça a été des situations assez nombreuses qu'on a eu à gérer dans la circonscription, comme dans toutes les circonscriptions du Canada, là aussi, je ne veux pas prendre aucun crédit pour ça, mais les gens ont été vraiment gentils, ont fait une vidéo. C'était une façon pour eux autres d'apprécier le travail, l'accompagnement qu'on a fait là-dedans. Mais c'est pas normal qu'un pays évolué comme le Québec ait une façon de faire aussi lourde, aussi complexe. Ça n'a pas d'allure. Vous savez, en plus, je ne vous apprendrai rien. Là. Vous êtes, je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes, effectivement. Vous êtes libanais, non? Non, algérien. Algérien. OK. Mais vous voyez, c'est pas... L'immigration, c'est le dossier fédéral et provincial le plus complexe, le plus mal géré, selon moi. L'immigration, on doit à l'immigration ce que le Québec est aujourd'hui. Sans immigration, là, on ne serait pas ce qu'on est aussi. Je vous parlais des aînés tantôt, mais c'est l'immigration qui fait vivre, entre guillemets, nos entreprises, qui fait vivre notre collectivité, veut pas. Sinon, le Québec serait en déclin. On a besoin d'immigration. Je pense que les Québécois sont hyper ouverts à l'immigration. Puis s'il y a un peuple qui est ouvert à l'immigration au Canada, c'est le peuple québécois, j'ai l'impression. Bon, mais moi, je trouve inhumain, hein, quelque part, la façon dont on traite les gens et ces dossiers-là. Des gens pour qui on devrait être redevant. Alors, quand on aime quelqu'un, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on lui tend la main. Lui tendre la main, ça peut vouloir dire, dans des dossiers comme un dossier comme l'immigration, d'accompagner par la main ces gens-là, avec respect, avec certitude. Ils arrivent dans une organisation tout à fait autre. Je prends, bon, votre exemple, vous provenez de l'Algérie, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes arrivé, mais qu'importe. On n'a pas l'écoute qu'on devrait avoir. On n'a pas la reconnaissance qu'on devrait avoir. Je pense que on s'en est rendu énormément compte pendant la crise de la COVID. Beaucoup du personnel hospitalier, infirmiers, les assistants infirmiers, infirmiers auxiliaires plutôt, excusez-moi, proviennent de d'autres régions que le Québec. Et qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas eu ce personnel-là? Ça aurait été encore plus dramatique, notre situation. Alors, nos petits anges, là, c'est bien beau en parler quand ça fait notre affaire, comme le fait le provincial actuellement, mais c'est plus que ça, là. C'est plus que ça. On a une entreprise à Boisbriand que j'ai visitée qui fabrique des plats pour Saint-Hubert, congelés et compagnie. 90 de leurs clients, pas de leur clientèle, mais de leurs employés sont issus de l'immigration. 90 %. Ces gens-là n'ont pas un salaire astronomique, malheureusement, mais ces gens-là vivent principalement à Montréal-Nord. Imaginez, ils se déplacent de Montréal-Nord soir et matin, et le transport en commun, ce n'est pas évident sur la Rive-Nord. Ils habitent là-bas parce que les loyers sont moins coûteux, puis ils vivent en groupe. Bon Dieu, si on n'avait pas cette clientèle-là, cette entreprise-là ne fonctionnerait pas. Alors, il y a un manque de respect face à l'immigration, face à ce dossier-là. Et il devrait être dans le top des dossiers. Il devrait être donné à des gens, quitte à ce que si on n'a pas de députés au provincial comme au fédéral qui ont les aptitudes pour répondre aux besoins de ces dossiers-là, ça devrait être donné à des gens de l'extérieur. Moi, c'est ma perception. C'est complexe. Le couple que vous avez vu dans la vidéo, ça s'est bien passé, mais je vous dirais qu'on a encore des situations dans la circonscription là, où on a des gens qui sont séparés à cause de la pandémie et c'est pas demain qu'ils vont se revoir. Là. Moi, j'ai un neveu qui a épousé une Cubaine. Ça fait 7 mois qu'il ne l'a pas vue. Là.
Ça fait 6 mois et quelques qu'ils ne se sont pas vus. Ils s'écrivent, mais bon Dieu, un jeune couple, là. C'est peut-être autre chose. Là, c'est dû à la COVID, effectivement. Mais au plan de l'immigration, on n'a pas de leçon à donner à personne. Puis pourtant, il y en a d'autres pays pour qui ça se passe beaucoup plus facilement. Et encore une fois, j'ai le mot respect en tête quand on parle d'immigration, des pays où ça se passe de façon beaucoup plus respectueuse. Espérons qu'un jour, les procédures seront moins strictes et plus ouvertes. Dans plusieurs pays du monde, il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes qualifiées, il y a beaucoup là qui rêvent de venir au Canada. Espérons qu'un jour, Tout à fait. une amélioration. Donc, Monsieur le député, ma dernière question. Je voudrais découvrir votre vision sur le Québec de demain. Quel portrait tracez-vous pour l'avenir du Québec? Et là. C'est drôle de vous poser la question aujourd'hui. Hein? C'est ce soir que sera dévoilé le prochain chef du Parti québécois. Ça tombe bien. Ça tombe bien dans l'actualité. Écoutez, comment je le vois? Moi, mon grand souci dans la vie, comme humain, comme homme, c'est que ma fille et que mes petits-enfants puissent continuer à vivre dans un pays où la langue française sera la langue prioritaire. Ça, moi, c'est énorme. Comment je le vois? Je le vois en français, je le vois encore plus avec cette langue magnifique-là, mise de l'avant et respectée. Alors, il y a des lois qui sont en train de bouger au niveau de l'affichage, au niveau de la langue française, modification de la loi 101, etc., etc. J'espère, je crois dans notre système démocratique là, pour qu'on puisse, à un moment donné, donner toute la place aux Français et que parallèlement, que notre culture puisse être mise de l'avant autant, sinon plus, dans l'avenir. Comment je le vois, ce Québec-là? Je le vois un peu comme il était en termes de taux de francisation